Depuis le début de l'année, l'action MicroStrategy a fait plus 490%. Il y a littéralement personne cette année qui a une meilleure performance en bourse que cette entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, en règle générale, quand la bourse performe de 10 à 15% sur une année, les gens sont satisfaits. Donc là, on est à 490%. Si vous aviez investi 100 € par mois au cours des 5 dernières années sur MicroStrategy, vous auriez aujourd'hui 68 938 €. Si cette action a pu avoir une performance aussi folle et hors du commun, c'est grâce à un homme qui s'appelle Michael Saylor et qui est le fondateur de cette entreprise. Pour tout dire, depuis quelques années, il a mis en place un système d'ingénierie financière innovant et très controversé qui est littéralement en train d'affoler Wall Street. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment les manœuvres financières très borderline de Michael Saylor pourraient faire de MicroStrategy une des plus grosses entreprises du monde dans les 10 prochaines années, ou bien ruiner potentiellement des millions et des millions d'investisseurs à cause d'un système de Ponzi géant. À la base, MicroStrategy, ça a été fondé en 1989 par Michael Saylor, qu'on a vu juste avant, et qui est une entreprise qui vend des logiciels informatiques. En 2013, sur Twitter, Michael Saylor a annoncé que le Bitcoin était une sorte d'arnaque, que c'était comme du casino en ligne, et que les gens allaient perdre tout leur argent. Depuis cette date 2013, notez bien ça parce que c'est très important, il semblerait que Michael Saylor se soit plongé dans le Bitcoin. Okay, la légende raconte qu'il s'est plongé dans le Bitcoin, il a tout étudié, il a tout recherché de fond en comble pour comprendre parfaitement le sujet, jusqu'à arriver au point où la stratégie de son entreprise n'est plus de vendre des logiciels, mais c'est littéralement d'investir massivement dans le Bitcoin pour devenir une sorte de réserve nationale de Bitcoin. Alors au début, il s'est contenté d'investir les bénéfices que son entreprise faisait dans du Bitcoin, puis il s'est rapidement rendu compte des limites que ça avait parce que l'entreprise générait pas assez de bénéfices. C'est à ce moment, quand il a compris ses limites, qu'il a commencé à créer une sorte de stratégie financière vraiment digne des plus grands financiers de la planète pour attirer toujours plus de monde, pour avoir toujours plus de cash et pouvoir investir massivement dans le Bitcoin afin d'arriver aujourd'hui à être un des plus gros détenteurs en détenant 330 000 Bitcoins, qui est l'équivalent à peu près de 30 milliards de dollars. L'idée de base, c'était assez simple. C'était emprunter de l'argent pour pouvoir acheter du Bitcoin afin d'augmenter la réserve de l'entreprise en Bitcoin. Sauf qu'il y avait un petit problème avec ça, c'est que je vous mets au défi, allez voir votre banquier, demandez-lui de l'argent en lui disant que vous allez investir dans du Bitcoin avec cet argent. Je suis pas sûr qu'il accepte trop. Surtout si en plus de ça, vous montrez des chiffres d'une entreprise qui sont pas terribles. Donc pour contourner ce problème, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'émettre des obligations. Donc une obligation, c'est de la dette, sauf qu'au lieu qu'elle soit gérée par des banquiers, c'est une dette qui va être offerte au public. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter des obligations d'une entreprise et donc de ce fait devenir un créancier pour cette entreprise. Les obligations qu'il va alors émettre sur le marché vont rencontrer un succès fou parce qu'elles ont deux particularités. Premièrement, ce sont des obligations convertibles. Vous allez voir juste après ce que ça veut dire. Et deuxième point, c'est que ce sont des obligations à 0%. Donc oui, vous ne gagnez absolument aucun intérêt à prêter de l'argent à cette entreprise. Donc là, si votre cerveau tourne rond, vous allez dire, mais attends, pourquoi est-ce que je prêterais de l'argent à une entreprise à 0%? Quel est mon intérêt? Où est-ce que je gagnerais de l'argent là-dedans? C'est là qu'on en vient sur la particularité de ces obligations. Ce sont des obligations convertibles. Cela signifie que quand l'obligation arrive à maturité, quand le contrat est terminé, vous pouvez soit, vous faire rembourser l'argent que vous avez prêté, 2, échanger ces obligations contre des actions de l'entreprise MicroStrategy. Et ils sont même allés encore plus loin pour donner confiance aux investisseurs et attirer encore plus d'argent pour acheter toujours plus de Bitcoin, c'est qu'ils ont mis une prime de 55% sur ces obligations convertibles. Ça veut dire que, en gros, vous achetez des obligations quand le prix de l'action est à 100 $. Après 5 ans, quand votre contrat arrive à maturité, si l'action a augmenté de 55%, c'est-à-dire si l'action vaut 155 $, bien vous pouvez échanger vos obligations contre des actions pour encaisser quand même une jolie plus-value de 55%. Alors 55% sur 5 ans, ça reste une performance qui est tout à fait acceptable. Surtout que gardez bien en tête, c'est si on n'a pas eu cette hausse de 55%, bien vous récupérez simplement votre mise initiale. Donc on est dans un système où vous prêtez de l'argent à l'entreprise, soit l'entreprise performe très bien et le cours de l'action explose, et dans ce cas vous récupérez votre mise en action et vous avez des bénéfices, soit vous récupérez votre mise et vous n'avez potentiellement rien perdu. Donc c'est grâce à cette stratégie qu'ils ont réussi à acquérir plus de 30 milliards de dollars en Bitcoin en si peu de temps. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai eu deux réactions. La première, c'était c'est impossible que ça fonctionne sur du long terme, ça va complètement exploser, c'est un énorme Ponzi, c'est une énorme arnaque, et vous allez voir ce qui pourrait faire penser que c'est une arnaque juste après. La deuxième chose que je me suis
suis demandé, c'est étant donné que MicroStrategy a pour but de devenir une réserve de Bitcoin, donc devenir une réserve, ça veut dire que le cours de leur action sera corrélé au cours du Bitcoin. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi les gens n'achètent pas directement du Bitcoin plutôt que d'acheter l'action MicroStrategy ou des obligations de l'entreprise. Figurez-vous qu'en faisant des recherches, j'ai trouvé un tas de bonnes ou mauvaises raisons de passer par MicroStrategy plutôt que d'acheter du Bitcoin directement. La première, c'est que les actions MicroStrategy, c'est une sorte de Bitcoin sous stéroïdes. C'est-à-dire que si vous comparez la performance des deux actifs, eh bien MicroStrategy va performer 2 à 3 fois plus que le Bitcoin. Et ça, c'est dû tout simplement à l'effet de levier qu'il y a, étant donné que MicroStrategy achète avec de l'argent emprunté, eh bien forcément, il y a cet effet de levier. Et donc, tous ceux qui ont des actions MicroStrategy profitent de cet effet de levier sur le Bitcoin. La deuxième raison, c'est que c'est pas forcément facile d'acheter du Bitcoin avec effet de levier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des restrictions sur les courtiers. Également, beaucoup de courtiers vont facturer des frais journaliers, mensuels, pour avoir de l'effet de levier là-dessus. Alors qu'en achetant une action, vous n'avez pas tous ces frais. Donc c'est potentiellement quelque chose qui peut être très intéressant. Surtout que là, techniquement, MicroStrategy n'a pas de frais à avoir de la dette, étant donné que sa dette est rémunérée à 0%. Donc ils n'ont pas d'intérêt à payer dessus, ce qui fait que en devenant actionnaire de MicroStrategy, vous avez la possibilité de vous exposer au Bitcoin avec cet effet de levier. Le troisième point, c'est que aujourd'hui les crypto-monnaies ne sont pas forcément accessibles à tous les plans d'épargne, à tous les investissements que peuvent faire les particuliers, surtout aux États-Unis, où c'est très encadré, c'est très limité. Donc il y a beaucoup de particuliers pour leur plan retraite, pour leur plan d'épargne, qui ne peuvent pas avoir de crypto-monnaie. Là, une action en bourse, c'est beaucoup plus simple à avoir. Le quatrième point, c'est que grâce à ça, il n'y a pas ces risques d'appel de marge. Parce que étant donné que vous achetez une action simplement, donc vous ne pouvez pas avoir un appel de marge si ça baisse. Alors que si vous aviez du Bitcoin avec effet de levier, si on a une grosse baisse dans la journée ou dans la semaine, vous pouvez potentiellement avoir un appel de marge et vous faire sauter votre compte et perdre votre argent. Cinquième raison, c'est que les institutionnels ne peuvent pas tous forcément acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies à cause de leur contrat qu'ils ont avec les clients, mais également à cause de la façon dont leur fonds est structuré. Donc grâce à ça, ils peuvent directement acheter une action, des parts de l'entreprise MicroStrategy pour s'exposer au Bitcoin sans avoir à acheter du Bitcoin. Et la dernière raison, c'est que c'est potentiellement pour beaucoup plus simple d'investir en bourse que d'investir dans les crypto-monnaies, surtout aux États-Unis, parce que c'est encore pas très bien vu, les crypto-monnaies. On est encore dans ce truc où, dans un dîner de famille, il vaut mieux dire que tu investis en bourse, parce que quand tu investis en bourse, il y a des réelles entreprises derrière qui font du business, plutôt que de dire j'ai investi dans des tokens et j'espère que ça va aller to the moon. Donc ça sera toujours plus accepté par la société de te dire qu'on investit dans des entreprises plutôt que dans des tokens, en tout cas dans certains pays encore. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut plus ou moins s'accorder à dire que ça semble un peu trop beau pour être vrai. Donc vous allez voir maintenant quels sont les réels dangers qu'il y a autour de ce montage financier assez astucieux. Pour ce qui concerne les dangers, il faut comprendre que tout a un peu commencé parce que de nombreuses personnes sur Internet, et notamment des journalistes, ont accusé cette entreprise d'être un système de Ponzi. Alors cet argument a été assez rapidement démenti parce que techniquement, l'entreprise vend des produits et c'est ce qui fait toute la différence. Normalement, un système de Ponzi fonctionne parce qu'on a des nouveaux arrivants qui permettent de financer le haut de la pyramide et de financer la sortie des premiers arrivants. Le truc, c'est que techniquement, aujourd'hui, MicroStrategy, c'est une entreprise qui vend des logiciels informatiques. Et ils en vendent toujours aujourd'hui, c'est-à-dire ils font toujours du chiffre d'affaires en vendant des logiciels informatiques. Donc techniquement, c'est pas vraiment les nouveaux arrivants qui leur permettent de faire du business. Le truc, c'est que ça colle pas trop. Pourquoi ça colle pas trop? Parce que si vous vous plongez dans les comptes de résultats, les bilans financier de l'entreprise, vous vous rendez compte que c'est une entreprise qui, depuis quelques années déjà, premièrement, ne fait pas de bénéfices opérationnels, donc son activité principale ne lui rapporte pas vraiment d'argent, et on peut voir aussi un énorme coup de frein sur cette activité. C'est-à-dire qu'ils vendent de moins en moins de logiciels et ça leur apporte de moins en moins d'argent. Donc là, on est bien loin de l'époque où l'entreprise faisait des bénéfices. Avec ces bénéfices, elle achetait du Bitcoin. Là, on est littéralement où si Bitcoin ne monte pas, les actionnaires risquent d'être dans la mouise, pour rester poli. Ensuite, on a cette histoire d'obligations convertibles et de cette prime à 55%. Parce qu'ici, tout repose en fait sur la confiance qu'il y a dans l'entreprise et dans le Bitcoin. Si on a une mauvaise performance, c'est-à-dire si le Bitcoin ne performe pas et le Bitcoin chute drastiquement, ce qui pourrait se passer, c'est que les gens qui ont des obligations convertibles, eh bien, à date de fin de l'obligation, si les actions ont baissé, ils veulent récupérer leur cash, sauf que l'entreprise, ils vont devoir vendre leur Bitcoin
pour rembourser ces personnes. Sauf que si le Bitcoin a baissé, admettons que la personne, elle a pris quand le Bitcoin était à 90 000 $, bah maintenant, Bitcoin est à 50 000 $, il manque 40 000 $. Donc oui, avec tout ce qu'ils ont, ils vont pouvoir rembourser quelques personnes, mais si tout le monde d'un coup se dit bah, je veux pas convertir mes obligations, je veux récupérer mon cash, il va falloir qu'ils trouvent du cash. Pour ça, soit ils vont émettre des actions, et ce qui peut avoir un cours assez dramatique pour le cours de l'action, surtout s'ils émettent beaucoup d'actions, soit ils vont devoir faire beaucoup plus de bénéfices avec leur activité principale. Sauf que le truc, c'est qu'ils font pas vraiment de bénéfices avec leur activité principale. Donc ça peut rapidement poser problème pour rembourser la dette. Pour ajouter un petit peu de problème là-dedans, aujourd'hui, la valeur comptable de MicroStrategy est 3 fois supérieure aux actifs qu'il possède en Bitcoin, à sa réserve de Bitcoin. C'est-à-dire que l'entreprise, on va dire qu'elle a 1 million en Bitcoin, mais l'entreprise vaut 3 millions. Donc déjà, il y a cette sorte de prime qui est mise là-dessus. Alors on pourrait se dire que c'est normal étant donné que grâce à l'effet de levier, etc., ça permet de quand même avoir une bonne performance. Le truc c'est que, encore une fois, s'il y a une perte de confiance, si la crypto-monnaie, le Bitcoin baisse trop et que l'entreprise doit rembourser les créanciers et que ces créanciers veulent l'argent, ne veulent pas convertir ça en actions, etc., ça risque de poser beaucoup de problèmes parce que leur Bitcoin ne représente que 1/3 de la valeur théorique de l'entreprise, en tout cas celle qui est mise sur le marché boursier. Puis après, le dernier danger que j'ai pu noter, c'est plus un danger pour le Bitcoin, parce que si aujourd'hui, MicroStrategy possède autant de Bitcoin, c'est-à-dire que s'ils commencent à vendre leur Bitcoin pour rembourser leurs créanciers, ça risque de faire chuter le prix du Bitcoin. Si ça fait chuter le prix du Bitcoin, ça deviendra encore plus dur de rembourser les créanciers parce qu'un Bitcoin vaudra encore moins, et ça pourrait même nuire au marché de la crypto-monnaie, parce qu'ils peuvent littéralement le manipuler, et ça donnerait potentiellement trop de contrôle à une entreprise sur ce marché. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si Bitcoin monte et que la confiance est conservée dans Bitcoin et dans MicroStrategy, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Maintenant, l'histoire, et surtout l'histoire boursière, a montré que des pertes de confiance, il y en avait à l'appel. 2022, d'un coup, Zuckerberg a dit qu'il voulait faire du métaverse. L'action a perdu 70%. Les gens ont perdu confiance dans cette entreprise, alors que c'est une entreprise qui générait plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires et de bénéfices. On a eu pareil en 2018-2016 avec Apple. Les gens ont perdu confiance parce qu'ils estimaient qu'ils allaient vendre moins d'iPhone. On a eu pareil avec l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000. Les gens ont perdu confiance dans Internet et c'est arrivé beaucoup trop haut. Donc c'est une sorte de bulle qui se crée. Si on a une perte de confiance dans MicroStrategy et une perte de confiance dans le Bitcoin, ça pourrait faire très mal à toutes les personnes qui ont des obligations. Maintenant, s'il n'y a pas de perte de confiance, ça peut potentiellement très bien se passer. Alors je suis curieux de savoir, selon vous, est-ce que le montage financier qui a été mis en place par Michael Saylor va avoir un bel avenir ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences désastreuses pour tous ceux qui ont des obligations MicroStrategy et même potentiellement tous ceux qui ont des actions MicroStrategy? Et qu'en est-il pour le Bitcoin? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin pourrait se relever s'il y a un drame là-dessus, ou si ça sert bien au Bitcoin et ça lui permettra de continuer de grossir à long terme? Donc je suis curieux de connaître votre impression, dites-le moi en commentaire. Avant de conclure, vous devez savoir une chose, c'est que personnellement, je n'investis absolument pas dans ce type d'entreprise. Avec mon style d'investissement, je préfère investir dans des business qui font du cash avec leur activité principale, plutôt que dans des business qui sont obligés de faire des montages financiers assez complexes pour avoir des actifs qui sont en croissance. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras en lien dans la description une liste gratuite qui regroupe des entreprises qui génèrent des bénéfices tous les ans depuis au moins 10 ans, qui augmentent leurs dividendes tous les ans depuis au moins 10 ans, qui ont faible niveau de dette par rapport à leurs concurrents directs et par rapport au marché en règle générale, et qui sont potentiellement sous-évalués à l'heure actuelle. Tu peux accéder à cette liste gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Pour conclure sur MicroStrategy, honnêtement, j'ai du mal à voir un monde où ça finit bien. La bourse a su montrer plusieurs fois que des pertes de confiance, ça arrivait régulièrement et que ça pouvait être assez dramatique. Donc j'ai vraiment du mal à voir comment tout ça, ça va bien finir, surtout quand on prend en compte le fait que l'entreprise en elle-même, MicroStrategy, génère de moins en moins de cash, voire a du déficit avec son activité opérationnelle, avec son activité principale, entre guillemets. En revanche, en ce qui concerne Bitcoin, même si MicroStrategy explose, je pense que ça fera mal à Bitcoin sur du court terme, mais sur du très long terme, donc supérieur à 10-15 ans, je pense que Bitcoin devrait être capable de s'en relever, même si, honnêtement, les crypto-monnaies, dans mon portefeuille, ça représente maximum 10% de mon patrimoine. J'ai un petit peu de crypto, mais mon patrimoine ne dépend pas de la crypto.